Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h28 sur les pendules de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 27 décembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Déclaration de politique générale. La longue attente touche à sa fin. Le premier des ministres, Ousmane Sonko, dévoile l'orientation que son gouvernement compte impulser pour répondre aux attentes des Sénégalais. Remous dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé en grève les 3 et 4 janvier après les coupures constatées dans le budget 2025 alloué au secteur de la santé. Fin hier de la session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack. L'affaire de l'attaque du domicile des Cissé à Kandaba Diarro. Le verdict sera donné le 27 janvier. Nefatou Cissé nous fera le point dans ce midi. Sur l'international, le naufrage d'un bateau de migrants en route pour l'Espagne a fait près de 70 disparus, dont 25 Maliens dans les eaux marocaines, a annoncé le gouvernement malien. Et puis sport, deuxième tour qualificatif pour le CHAN 2025. Le Sénégal joue le Libéria demain au stade Maître Abdoulaye Wade. L'entraîneur Souleymane Diallo a procédé à 2 renforts pour consolider son effectif. Ousmane Sonko sera l'invité de la rédaction. Voilà, mesdames et messieurs. Gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. 60 ans après l'indépendance, le premier des ministres a déploré lors de sa déclaration de politique générale à l'instant que le Sénégal reste enfermé dans le modèle économique hérité de la colonisation. Notre nation ne s'est pas laissée perdre par le doute, parce que nous sommes en décembre 1944 à Tcharoy, n'a jamais décollé. Et les Sénégalais sont toujours. Le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poisson, arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenus qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres, si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette faible croissance est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend bien souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais, d'est en ouest, du nord au sud. Notre peuple, notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu, Dieu merci. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique. À l'instant, le premier des ministres Ousmane Sonko, le Sénégal reste enfermé dans le modèle économique hérité de la colonisation. Il souligne que le régime du président Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n'a rien à voir avec la réalité. Réécoutons le premier des ministres Ousmane Sonko. Je m'avais offert en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement, puisque le programme ou les projections que je vous ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8
8 mois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les actes que le Président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste plus que transparent et au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime, avec notamment les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorés. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu, une fois de plus, de rendre hommage au président de la République qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également apparu indispensable, dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime, de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques en vue de nous assurer de leur conformité à notre législation. Maximiser les retombées économiques et sociales pour notre pays et préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de reddition des comptes a été étendue aux nombreux chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse et j'en passe. Aux soupçons de corruption, de surfacturation et de tournement de fonds dans des projets et sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur des pratiques du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur. 12h36 à l'Assemblée nationale. À l'instant, lors de sa déclaration de politique générale, le premier des ministres Ousmane Sonko sera l'invité de la rédaction. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 27 décembre 2024, l'info se poursuit sur la référence. Les travailleurs du SNPT ont organisé un sit-in devant la direction générale de la Poste pour réclamer 2 mois de salaire. Ibrahim Sarr souligne que les autorités les avaient assuré que ce problème est pris à bras le corps. Elle avait même impliqué son homologue du ministère des Finances. Insoutenable, en ce sens qu'elle affecte des familles, des innocents, mais elle affecte toute la société sénégalaise. Figurez-vous, aujourd'hui, personne ne pouvait penser que des travailleurs dignes, des travailleurs engagés soient restés jusqu'au décembre sans percevoir leur salaire du mois de novembre, encore moins ceux de décembre. Cela est inacceptable. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici, mais nous estimons que ce sera la dernière rencontre devant notre direction générale. Parce que quand il s'est agi d'alerter l'autorité, nous l'avons fait au risque même de notre vie. Les autorités actuelles en sont conscients. Ils avaient même pris parti pour éradiquer la malgouvernance qui a gangréné la Poste. Aujourd'hui qu'ils sont là, on attend plus de stabiliser la situation. Et la stabiliser, c'est de prendre en compte correctement les salaires des travailleurs pour qu'ils aient l'esprit, en tout cas au travail, pour le redressement de l'entreprise. Parce que des propositions et des pistes de solutions ne manquent pas. Nous les avons explorées et nous les avons remis à qui de droit. Aujourd'hui, après 8 mois de magistère, il est impensable dans le Sénégal du XXIe siècle, sous l'ère
de M. Bassirou Diomaye Faye que des travailleurs soient restés, en tout cas 2 mois sans salaire. Et je dis, pourquoi on est resté jusqu'au 24 sans pour autant réagir? Parce que nous avions rencontré notre ministre de tutelle qui nous avait assuré que ce problème est pris à bras le corps et que son homologue du ministère des Finances est impliqué et ils sont conscients de la situation. Moi, personnellement, le directeur de cabinet du ministère m'a interpellé plusieurs fois pour me dire que à telle date, vous recevrez vos salaires. Et jusqu'à ici, on ne les reçoit pas. Le syndicat national des travailleurs de la Poste avait même menacé de débarquer avec leur famille ce 27 décembre à l'Assemblée nationale pour perturber la déclaration de politique générale du premier des ministres pour se faire entendre. Réécoutons Ibrahima Sarr. Si cela ne se règle pas, nous allons encore investir les rues avec nos soutiens et la mobilisation de tous les Sénégalais parce que ce qui est en train de se jouer, en tout cas, interpelle tous les Sénégalais, des pères et des mères de famille qui restent 2 mois sans salaire, qui se voient quotidiennement piétiner dans leur fort intérieur, leur dignité effritée parce que des bailleurs font en tout cas le reproche de ne pas payer le loyer. Les enfants sont renvoyés quotidiennement, il faut que cela cesse. Nous n'accepterons plus d'être les victimes expiatoires des erreurs qu'on n'a pas commises. Maintenant, je dis encore, les protagonistes de ce refus-là de paiement des salaires, c'est des fonctionnaires du Trésor public. Nous les avons identifiés, ils étaient là entre 2012 et 2017 où il y a eu un carnage financier à travers la compense. Ils ont ouvert les vannes et moi j'ai toujours dit que l'argent qui est passé par la compense n'a pas servi à la Poste, mais plutôt la Poste a été utilisée comme canal de transition pour rapatrier ses fonds. Figurez-vous, entre 2012 et 2017, de 63 milliards en 2012, le stock de la compense est passé à 203 milliards en 2017. Donc, soit un gap de 140 milliards. Et qui gère la compense si ce n'est que le Trésor? Pourquoi cette ouverture d'alors? C'est pourquoi nous demandons aux autorités actuelles du Sénégal vraiment d'apporter des éclairages par rapport aux flux financiers qui sont passés par rapport à la compense et qui ont été favorisés par un certain laxisme de fonctionnaires qui aujourd'hui nous regardent par le haut et appliquent la rigueur pour ne pas nous payer le salaire. À l'instant, Ibrahima Sarr remous dans le secteur de la santé. Je vous le disais en titre, la CNTS et les responsables de la Fédération des syndicats de la santé se sont réunis au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et ont exprimé leur profonde inquiétude face aux difficultés croissantes du secteur de santé sénégalais. Chersek, responsable de la F2S. Notre regret a été de constater que le budget du secteur de la santé et de l'action sociale a connu beaucoup de coupures, surtout sur certaines lignes budgétaires. Cette situation est constatée au niveau de la santé de base, c'est-à-dire au niveau des zones opérationnelles, au niveau des postes de santé et des centres de santé, où le budget est passé de 116 milliards 289 millions 864 111 francs à 91 milliards 597 751 884 francs, soit une baisse de plus de 21 milliards. On note aussi cette coupure dans les dépenses du personnel en ce qui concerne la santé de référence, de l'ordre de 616 676 064 francs par rapport à 2024. La même chose aussi est constatée dans la santé de référence avec une coupure de l'ordre de presque sur la dépense du personnel de 9 milliards 934 586 040 francs sur la dépense du personnel, ce qui est très inquiétant pour nous. On nous dira que l'investissement a connu une hausse, mais cela nous inquiète parce que la plupart des investissements, ce sont les bâtiments, c'est l'achat de matériel comme les scanners, les IRM et autres. Mais ce qui nous inquiète est que les dérapages dans le cadre même de l'utilisation de cet argent, on l'avait connu dans le cadre de la Covid, ont été faits avec ces investissements. C'est pour ces raisons nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui qu'on fasse des restrictions drastiques dans le cadre de la dépense du personnel et qu'on le verse au niveau des autres départements alors qu'on n'a pas du tout évalué en ce qui concerne le rapport des investissements qui ont été faits dans le cadre de la Covid. Pour revenir sur les accords, en tout cas, qui n'ont pas été exécutés, nous allons vous présenter en détail les axes de réflexion. D'abord, nous allons revenir sur la généralisation de l'indemnité de logement. Nous avons constaté avec la signature des accords du 10 mai 2022, l'État en tout cas avait octroyé une enveloppe de 8 milliards, c'était sous le régime passé, qui devrait servir à subventionner les hôpitaux et leur permettre de prendre en charge correctement les problèmes liés à l'indemnité de logement, d'autant plus que pour l'écrasante majorité, à plus de 110%, les gens avaient bénéficié des avantages statutaires aussi bien sur le plan financier.
Une situation alarmante car la majorité des investissements réalisés se concentrent sur les infrastructures et les équipements. La F2S exhorte les autorités à revoir leur politique budgétaire et accorde une attention particulière aux conditions de travail du personnel de santé. Réécoutons Cheikh Seck, responsable de la F2S. Mais malheureusement, nous avions constaté qu'au lieu de donner aux ayants droit, les gens avaient fait des interprétations sur la base d'un texte qui ont été très mal interprétés. Finalement, pour la première année, nous avons perdu presque sur l'argent total des 8 milliards. On n'a pu utiliser que 1,9 milliard, ce qui nous a fait perdre presque 6 milliards 100. La deuxième année aussi, c'est 4 milliards qui ont été en tout cas retournés au niveau du ministère des Finances, ce qui faisait une enveloppe de presque 10 milliards. Nous n'avons pas compris qu'un État qui avait déjà planifié et sur la base des estimations des effectifs, qu'on puisse retourner autant d'argent au moment où les structures, en tout cas les ayants droit sont là et n'ont pas bénéficié de cet argent. C'est pour cette raison que nous avions toujours demandé dans la loi des finances de cette année 2025 pour que ce même montant qui avait été inscrit dans la loi des finances de 2024 et la loi des finances de 2023 et de 2022 puisse être reconduit. Mais nous ne sommes pas sûrs que ce montant-là a été reconduit dans la loi des finances. D'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure dans les dépenses du personnel, nous avions vu une ponction de presque 9 milliards. Pratiquement, ça avoisine la même somme. On aurait souhaité que ça ne soit pas ça parce que nous avons un projet de loi des finances dans un cadre global où on n'a pas encore les détails. En ce qui concerne ce volet, donc nous pensons qu'il est impératif pour l'État aujourd'hui de respecter ses engagements par rapport à ce personnel administratif et contractuel et de personnel de soutien des structures hospitalières. Nous allons revenir aussi sur le recrutement au niveau de la fonction publique. Nous ne parlons même pas de recrutement, mais nous parlons de régularisation. Parce que vous savez, lors de notre dernière rencontre avec le ministre de la fonction publique, lui-même a dit que ce qu'il a constaté dans le secteur de la santé, on l'a constaté dans aucun secteur. Voilà un secteur où des gens ont des études longues, ont leur diplôme d'État, parce que si on parle même d'infirmier d'État, il te faut bac plus 3 ans, sans compter les autres corps, et on continue à les contractualiser pendant presque 10 ans. Il y a plus de personnel, de contractuels dans le secteur de la santé que dans un autre secteur. Nous sommes 5000 et pour l'écrasante majorité, c'est du personnel qualifié, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et j'en passe. Nous avions dit, à l'heure actuelle, sur les 197 000 fonctionnaires, en tout cas agents de l'administration qui ont été déclarés dans l'administration publique, il y a moins de 6 000 agents qui interviennent directement au niveau des soins. 6 000 dans l'administration publique. Vous suivez le journal. Sur la radio Al-Fayda, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Des kits alimentaires à 600 familles dans la commune de Kaolack par l'ONG Direct Aid Society. Son directeur adjoint, Saïd Oubari, était à Kaolack et compte organiser des journées de consultation ophtalmologique. Il est ici au micro d'Aline Badara Diop. On agit dans presque tout le territoire sénégalais. La plupart des centres sont au sud, à la Casamance. On a un centre à Ziguinchor, Benjouna, Séjou, Kolda et un centre tout près d'ici à Djas. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici à Kaolack pour la distribution des kits alimentaires à la faveur des gens qui ont touché des inondations dernières. C'est vrai, l'intervention doit être atteinte, mais la procédure est un peu lente. C'est pour cela qu'on est attendu jusqu'à ce jour-là. Bon, l'ONG travaille sur 5 volets. Elle travaille sur le volet de l'éducation. Si on dit l'éducation, on construit des centres socio-éducatifs où il y a l'orphelinat, il y a l'école, il y a l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a les orphelins qui sont pris en charge à 100%. Il y a le volet de l'hydraulique pour le fonçage des puits, la construction des châteaux d'eau et aussi les réseaux pour l'eau potable. Et le volet de la santé, comme les campagnes de cataracte, les consultations gratuites, aussi les campagnes pour les bénéfices pour les enfants, la circoncision aussi, et la chirurgie générale. Et le volet de la formation, pour la formation des jeunes, la formation des femmes et tout ce qui concerne la formation que les personnes sur leur vie. Aujourd'hui, il y a 600 familles qui bénéficient de ce don-là. Bon, comme on dit, la demande est très forte, elle est là, mais on essaie de faire de notre mieux pour être toujours comme de coutume, être toujours auprès des populations qui sont touchées ou les populations qui sont vulnérables. Selon les moyens, on peut partir jusqu'à le plus loin du Sénégal, pourquoi pas dans les autres pays. J'ai oublié de vous dire que l'ONG travaille dans 31 pays africains. Bon, toujours c'est comme ça, l'ONG, il est créé pour être à côté de la population qui est dans le besoin. On souhaite que l'opposition donne la force à réussir la tâche. La tâche est grande, mais Inch'Allah, ça ira. À l'instant, le directeur adjoint de l'ONG Direct Aid Society qui était à Kaolack, Saïd Oubari, réagissait au micro d'Aline Badara Diop. Fin hier de la session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack. L'affaire de l'attaque du domicile des Cissé à Kandamodi Diakho et qui a enregistré la mort de Mohamed Cissé américain a été examinée. Les deux accusés
Arrêtés en 2020, ont plaidé non coupables. Le parquet a sollicité leur acquittement pour faute de preuves. Le verdict sera donné le 27 janvier prochain, compte rendu d'audience des Fatou Cissé. Qui sont les personnes qui sont entrées dans la demeure des Cissé dans la nuit du 21 au 22 janvier 2020 à Kanda Amadidiaro, après avoir escaladé le mur et d'y avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volé $3 000 et 3 millions francs CFA, d'avoir porté des coups et fait des blessures au père de famille Abdou Aziz Kabir Cissé et à son fils Mohamed Cissé, dit américain, qui succombera de ses blessures si on en croit aux dénégations des accusés, au réquisitoire du parquet et à la plaidoirie de la défense. Les coupables courent toujours. En effet, lors de sa prise de parole pour donner la position du ministère public sur cette affaire d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyens de locomotion et de violence, meurtre pour l'un et complicité et non dénonciation de crime pour l'autre, le procureur dira sans embâche que s'il est possible de renvoyer parce qu'il y a des charges pour condamner, il faut des preuves. Et dans ce dossier, il n'y a pas de preuves qui peuvent amener le parquet à requérir la culpabilité des accusés, soulignera le maître des poursuites qui, entre autres, relèvera l'absence de preuves pouvant établir sans équivoque que les accusés, habitants du département de Guinguinéo, étaient bel et bien sur les lieux du crime, notamment à Kanda Amadidiaro, dans la nuit du 21 au 22 janvier. Autre élément relevé par le parquet, le sang qui aurait été trouvé sur un habit de l'un des accusés et qui n'est pas identifié pour permettre à la juridiction de connaître si c'est le sang de celui des victimes ou de l'accusé en question, qui dit être torturé par les enquêteurs. La chambre criminelle qui a mis l'affaire en délibéré donnera son verdict le 27 janvier 2025. A rappelé que dans ce dossier, 5 témoins qui n'ont pu édifier la juridiction sur certains points cruciaux ont été entendus en l'absence de la partie civile. Des 8 dossiers inscrits au rôle de cette session de la chambre criminelle du TGI de Kaolack, un seul concernant une affaire de meurtre a été renvoyé pour expertise médicale pour attester si oui ou non l'accusé Top ne souffrait d'aucune maladie au moment où il commettait le meurtre dont il est poursuivi. Actualité internationale. Sur l'international, le naufrage de bateaux de migrants en route pour l'Espagne a fait près de 70 disparus, dont 25 Maliens dans les eaux marocaines, a annoncé le gouvernement malien. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le naufrage d'un bateau de migrants en route pour l'Espagne a fait près de 70 disparus, dont 25 Maliens dans les eaux marocaines le 19 décembre. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouvernement malien, ajoutant que les passagers de l'embarcation en direction de l'Espagne seraient au nombre de 80 personnes au départ. 11 survivants ont été secourus, parmi lesquels 9 Maliens, dit le communiqué. Et justement, plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024. Selon un rapport publié jeudi par l'ONG espagnole Caminando Fronteras, cette année a été marquée par un afflux migratoire record dans l'archipel des Canaries. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila ainsi qu'une autre figure majeure de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi, ont appelé les Congolais à résister contre la volonté de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'opérer une réforme constitutionnelle. Actualité internationale. En République centrafricaine, le député Dominique Nyandoka a été condamné hier à 1 an de prison pour complot par la cour d'appel de Bangui. Malgré son immunité parlementaire, le député a échappé à une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État, chef d'accusation pour lequel il encourait une peine maximale de travaux forcés à vie. Dominique Nyandoka, figure du parti d'opposition Initiative pour la transformation par l'action, a été placé en détention préventive pendant près d'1 an après son arrestation à son domicile en décembre 2023, accusé de préparer un coup d'État. Son avocat maître Albert Panda dit espérer qu'il soit libéré puisqu'il a déjà fait 1 an en prison, mais ajoute qu'ils vont se pourvoir en cassation. Actualité internationale. Au Gabon, 8 officiers et sous-officiers accusés d'avoir torturé à mort un jeune militaire soupçonné de vol ont été écroués, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense, ajoutant que 2 généraux seront auditionnés dans cette affaire. La diffusion sur les réseaux sociaux d'images du corps mutilé du jeune homme reposant dans une morgue a provoqué une vague d'indignation.
Le jour de Noël, le chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema, a rendu visite à la famille du défunt avant que ne soit annoncée l'ouverture d'une information judiciaire. Actualité internationale. Au Mozambique, les violences de ces 3 derniers jours où l'opposition manifeste contre la victoire proclamée du parti au pouvoir aux élections d'octobre ont fait 125 morts selon une ONG locale et l'opposition ne donne aucun signe d'essoufflement. Actualité internationale. L'armée américaine a annoncé hier avoir tué 2 membres du groupe islamiste radical Shabab mardi lors d'une frappe dans le sud de la Somalie. Aucun civil n'a été blessé dans cette frappe menée en coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie, selon une évaluation initiale, a affirmé le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. En Somalie, le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme s'est de son côté félicité sur X de la mort du chef du réseau terroriste Mohamed Mir Jama, également connu sous le nom d'Abu Abdirahman, lors d'une opération planifiée et menée par les forces somaliennes en collaboration avec des partenaires internationaux. Sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Une page sportive que nous ouvrons avec le match retour Sénégal-Libéria prévu demain. Souleymane Diallo, le coach, a procédé à 2 renforts. Il s'agit de Daoudaba, arrière droit Dakar Sacré-Cœur, et Moussa Diallo de Walidan de Thiès. Football toujours, 18e journée Premier League en Angleterre. Hier, Man City et Everton ont fait match nul. Un but partout avec un super but de Deliman Ndiaye. Chelsea de Nico s'est incliné devant Fulham 1-2. Newcastle bat Aston Villa 3-0. Liverpool bat Leicester 3-1. Nottingham Forest bat Tottenham de Pape Matar Sarr 1-0. Ce soir à 19h30, excuse-moi, Brighton reçoit Brentford et Arsenal reçoit Ipswich Town. Rugby, la légende du volleyball africain Jeannette Wanja, 7 ans à 40 ans. La Kenyane était médaille d'or en 2019. Le décès également du joueur de l'ASFA de Dakar, Aboubakar Traoré, qui avait pris part au Tirek, est mort dans un accident de la route sur l'axe guinéen. De la rédaction. L'invité de la rédaction, Ousmane Sonko, a annoncé une série de ruptures fortes qui constitueront une exigence pour le gouvernement. Le Sénégal des indépendances, un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions. C'était lors de sa déclaration de politique générale. C'est avec un profond sens du devoir et une vision claire pour l'avenir que je me présente aujourd'hui devant cette auguste assemblée. À cet effet, je prends la parole humble face à l'immensité de la tâche à accomplir. À travers votre institution, je partage avec les 18 millions de Sénégalaises et Sénégalais vivant dans les villes, dans les campagnes et de la diaspora, la politique générale du gouvernement pour les 5 prochaines années, adossée à une doctrine et des principes de rupture systémique pour les 25 prochaines années. En cette année 2024, les Sénégalais ont montré à 2 reprises à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande démocratie. Beaucoup ont douté, mais les Sénégalais dans leur majorité ne l'ont jamais fait. Nous avons regardé l'avenir parce qu'il était synonyme d'espoir. Nous avons affronté les épreuves pour avancer. Avancer pour ne jamais sombrer. Notre nation, animée d'une foi inébranlable et poursuivant un but commun par l'apport de tous. Et ce but, c'est la construction d'un grand pays qui compte dans le concert des nations. Alors, n'ayons pas peur de questionner nos certitudes. N'ayons pas surtout peur du changement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 2 avril 2024, le Sénégal est en train de plein pied, grâce à la résilience de son peuple et à la détermination de sa jeunesse, dans une ère nouvelle de son histoire, l'ère d'une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l'ère d'un projet commun taillé à la juste mesure des aspirations de notre peuple tout entier, l'ère enfin de la poursuite sincère d'une prospérité partagée par tous, loin des ressources pour quelques-uns. Cette ère nouvelle est une rupture, oui, en phase avec les orientations et l'exemple posé par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est choix à toute la nation sénégalaise de rompre de manière ferme et résolue avec certaines façons de penser et de voir notre cher pays, ainsi qu'un bon nombre de pratiques établies. Cela va sans dire,
Cette rupture impérieuse s'applique au premier chef au gouvernement d'alternative démocratique éclatante dont j'ai l'honneur et le redoutable privilège d'être le Premier ministre. Je viens dès lors partager avec vous les principes, l'ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, afin que nul n'ignore ce que nous voulons faire pour le Sénégal et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans, en partant de la courbe plongeante de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante. Partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants dont les populations ont su maintenir leur dignité, leur culture et leurs principes forts de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sang et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises par dizaines ont préféré la mort à l'esclavage et au déshonneur. Ou ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Tcharoy, où des hommes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances, un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions, la qualité insigne de ses élites politiques, diplomatiques, administratives ou même sociales et culturelles. Et enfin, de façon plus profonde encore, sa mixité, le brassage de ses ethnies et religions et la force de son commun vouloir de vie commune. Le Sénégal d'aujourd'hui, un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée, un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poisson, arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenus qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette faible croissance est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend bien souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais, d'est en ouest, du nord au sud. Notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu. Dieu merci. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haji Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. Nous irons à l'Assemblée nationale pour la deuxième partie de la déclaration de la politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Déclaration de politique générale, la longue attente touche à sa fin. Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile l'orientation que son gouvernement compte impulser pour répondre aux attentes des Sénégalais. Remous dans le secteur de la santé, la Fédération des syndicats de la santé en grève les 3 et 4 janvier prochains après les coupures constatées dans le budget 2025 alloué au secteur de la santé. Fin hier de la session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack, l'affaire de l'attaque du domicile des Cissé à Kanda. Le verdict sera donné le 27 janvier. Ndeye Fatou Cissé nous a fait le point dans ce midi. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et l'invité de la rédaction qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.